au niveau transgénérationnel, le viol se transmet. Donc mes enfants, petits, ont été abusés par mon meilleur ami, qui avait 35 ans de plus que moi, qui était le grand-père. On allait chez les grands-parents avec mon mari. Donc, bah oui, ça, il y a encore des séquelles. La souffrance serait-elle un terreau où puiser sa puissance intérieure? Voilà une vraie question existentielle. Ça aurait pu, à l'heure où on enregistre cette émission, faire l'objet d'une thématique d'un bac de philo, hein, par exemple. Mais on va essayer, sans passer par cette épreuve, d'en parler avec mon invité qui est venu s'installer sur ces canapés. Odile Neveu est là. Bonjour Odile. Bonjour Marc. Quel bonheur! Je suis ravie d'être ici. Eh bien, c'est partagé. Merci en tout cas. Et merci d'oser vous confier tel que vous allez le faire dans cette émission. Parce que on demande à tous ceux et celles qui, évidemment, vont faire soit les rencontres, l'index, enfin tous les programmes que l'on fait sur ABC Talk, de préparer ce qu'on appelle une fiche de prod, qui nous permet de préparer l'émission ensuite. J'ai rarement lu un témoignage comme celui que vous nous avez confié sur ce que vous avez écrit, aussi fort, mais fort dans le sens bouleversant. Ouais. Et vous acceptez d'en parler. Oui, j'ose me mettre à nu. Pourquoi? Parce que ça peut aider les gens en comprenant que, en fin de compte, rien n'est irréversible et on peut se sortir du pire. Donc, si je peux inspirer ne serait-ce qu'une personne, que ça peut l'aider dans sa vie, eh bien, le pari sera gagné. Ce sera mission accomplie. Eh oui. Vous êtes coach aujourd'hui, coach holistique. Oui, parce que l'être, je le prends dans toute sa dimension. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres d'énergie. Les gens, souvent, sont dans leur tête, mais on est tout un ensemble. Et ce que je vois qui est récurrent, c'est que les gens viennent pour un problème extérieur, mais en fin de compte, c'est là on va changer l'intérieur et que les choses, bizarrement, changent à l'extérieur. Oui, c'est ça. Il vous aura fallu combien de temps pour comprendre ça et vivre ça? J'ai commencé une première psychothérapie de 6 ans après la naissance de ma fille. Donc j'avais 32 ans. Parce que j'ai vécu la dépression de ma mère pendant 30 ans. Ma mère a été dépressive. Donc une amie m'a dit, mais va voir un psy, tu parles trop de tes parents, tu dis que t'en as rien à faire. Donc les enfants sont des éponges. Donc il fallait que moi j'aille me nettoyer pour ne pas transmettre mon mal-être à mon enfant, sachant que ma mère, moi à 4 ans, je faisais ma première dépression et je m'en souviens et je pleurais, j'avais des médicaments. Et j'ai appris plus tard que ma mère, quand elle était enceinte, c'était pas le moment. Ils avaient changé de vie, elle en avait fait même une crise d'épilepsie, dépression. Et de se savoir enceinte? De changer de vie. Ah, de changer de vie. Et donc, ils arrivent dans un village, elle devient charcutière, donc c'est un vrai changement de vie avec des beaux-parents qui vont lui pourrir la vie pendant 30 ans. Et son mari lui dit, mais alors, c'est pas, attends, fallait t'organiser, là. Tu dois pas être enceinte. Donc, elle se tapait sur le ventre, elle a vomi pendant 9 mois et elle voulait se passer sous le camion. Voilà. Et vous arrivez dans ces conditions? Et j'arrive là, ouais. Est-ce que le fait d'avoir fait une psychothérapie, enfin une première psychothérapie, il y en aura d'autres dans vos accompagnements, dans votre accompagnement, c'était une nécessité? Ça vous a fait du bien? C'était vital. Et puis un jour, c'est drôle parce que bon, bien sûr, j'avais plein de maladies. À 2 ans, j'étais asthmatique, on va etc. revenir, oui, parce que vous parliez de somatisation, évidemment. Énormément. Et plus tard, un jour, je découvre que je suis allergique à ma belle-mère. Je pars en crise d'asthme. Alors là, je me dis, c'est pas chez l'allergologue que je dois résoudre mon problème. Et ben, je n'ai plus aucune allergie. C'est QFD, comme on dit. Ouais. En tout cas, vous dites, j'ai la sensation d'être dans un jeu virtuel, je me sens incarné dans un personnage qui fait des expériences. J'ai toujours cherché une famille, mais je savais pas ce que je faisais sur Terre. Je me sentais pas comme les autres. Donc, peut-être la famille, c'est aller rejoindre quelque chose de plus spirituel pour me connecter à mes guides, etc. Mais je me sentais pas... je sais pas ce que je faisais là. Ouais, à votre place. Ouais, pas du tout.
Alors déjà, on dit à quel point, évidemment, il y a des conséquences au fait de naître en étant rejeté, tel que vous l'avez été. On a bien compris, dans la manière dont vous décrivez les choses, que vous n'êtes pas un enfant désiré, pour le coup. Et mes parents, c'est un couple fusionnel, donc aucune place. Et adultes, plus tard, ils ont eu un chien. Et je vois que le chien a le petit coussin. Ah, je me dis, tiens, j'ai un frère, moi qui suis fille unique. Moi aussi, j'avais mon petit coussin. On ne bouge pas du coussin. Ouais. Et donc, vous grandissez avec cette maman dépressive, suicidaire, votre père qui est violent. Ouais. Mon père est d'ailleurs se détraque le cœur. Après, il a des problèmes de cœur. Donc, c'est le bâton, le fouet, le machin. Ah, le pire, c'est les orties. Donc, il me fouettait aux orties. Ouf. Et donc, après, en milieu psychothérapie, vers 34 ans, je vais voir ma mère et je lui dis pourquoi? Le déni total. Et mon père rigole. Parce qu'1 an plus tard, j'arrive à en parler à mon père et je lui dis juste ça m'a traumatisée, alors t'arrêtes de rigoler. Voilà. Mais parce qu'il était dictateur, donc ma mère devait être soumise. Voilà. Et elle l'a été. Ah, complètement. Ouais. Alors on pourrait se dire que une fois que vous arrivez à l'âge un peu plus mature, adolescente plus, voire jeune femme, les choses, vous auriez pu sortir de ce carcan extrêmement difficile. Sauf que c'est là où, dans votre histoire, il se passe encore des choses incroyables parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui lui-même est improbable. Mais vous allez quitter le foyer pour venir vous installer à Paris et être recueilli par votre tante. Alors au début, j'ai une chambre de bonne, c'est facile de trouver un travail. Et au bout de 6 mois, elle m'a dit « Viens, quitte la chambre, viens chez moi ». Donc je dors à même dans son bureau sur la moquette. Sur la moquette, pas d'oreiller, rien, mais je suis heureuse, je suis chez Tata. Et Tata, elle dit « Ma chérie, oh là là, l'amour ». Et elle a un cancer. Et moi, je voudrais donner ma vie pour elle. Si je pouvais avoir son cancer. Par amour. Oh, c'est Dieu. Oui. C'est Dieu. Ouais. Sauf qu'elle va vous trahir. Complètement. Donc, elle essaye de différentes façons, mais enfin, elle finit par réussir. Donc, elle me vend. Donc, il y a tout un petit scénario. Donc, le monsieur, il va venir te présenter, tu vas aller avec lui, il va t'emmener, tu vas voir une dame comme ça, elle est propriétaire, elle aime bien les petites filles, la dame en bleu marine, les petites couettes. Parce que la dame, comme ça, comme elle aime bien les jeunes filles, tu auras ton studio. Bah oui, tata. Ben oui, le mec a le fantasme des petites filles. Donc, en fin de compte, je suis violée dans son bureau. Et je rentre. Tata, j'ai couché avec le monsieur. Et pendant 24 heures, je ne sais pas ce qu'on m'a fait, mais je ne suis pas moi. Ouais. Et quand vous dites elle vous vend, donc pour de l'argent? Mais bien sûr. Et après, je retourne, je vais chez mes parents. Et en fin de compte, elle est passée avant dans toute ma famille pour me jeter. Donc, comme j'habite chez elle, déjà, je lui ai donné toutes mes économies. Parce que Tata, elle a besoin d'argent. À l'époque, la carte bleue, c'est le sabot. Donc, comme moi, je dors, eux, ils sortent, elle et son mari, avec la carte de deal, fait le sabot. Donc, je suis endettée d'1 an de salaire. La banque m'appelle 3 fois par jour au travail. J'ai accès à la caisse, à mon travail, donc je pourrais perdre mon travail. J'ai plus de toit. Ma famille ne veut plus me parler. Mon Dieu. Donc, l'idée, c'était que je sois son objet et puis vas-y pour la prostitution et tout ça. Combien de temps ça va durer, tout ça? Mais en fin de compte, je finis par parler avec mes parents. Parce que moi, au moins, parle-moi. Enfin, dis-moi bonjour, quoi. Et mon père me dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Et c'est comme ça. Et donc, on téléphone. Et là, c'est plus Odile, ma chérie. C'est Odile, la salope. Donc là, c'est ça, la trahison. C'est pas le viol, le pire. Ouais, c'est l'amour de ma vie. Dieu a dit, la salope. Donc là, je m'enfuis. J'ai des choses chez elle. Je n'y retournerai jamais. Mais en fin de compte, c'est le ciel me tombe sur la tête. Voilà. Comme si ça ne suffisait pas. Ouais. Vous allez rencontrer oui. celui que vous considérez comme l'homme de votre vie. Vous
Vous allez avoir une fille? Non, avant, à 20 ans, donc 6 mois plus tard, je rencontre un homme et comme je suis sous emprise, déjà j'étais sous l'emprise de mon père, après l'emprise de ma tante, donc c'est très difficile de se défaire de l'emprise, même aujourd'hui. Ouais. Donc, je crois que avec le sexe, je vais avoir l'amour. Donc je sais pas ce que c'est l'amour. Donc je deviens son esclave sexuel. Ça dure 3 ans et demi. Et c'est douloureux, mais je me dis, il faut souffrir. Comme ça, il m'aime. Ouais. On se demande à un moment donné, et je vous assure que quand on a préparé cette émission, je me suis dit, mais aujourd'hui, quel est pour vous l'intérêt de raconter ça? Le titre de l'émission, c'est La souffrance, le terreau de notre puissance intérieure. Des femmes vont vous dire, j'ai été abusée. Et donc, ma vie, c'est fini, ma vie est écroulée, etc. Ou d'autres ont eu d'autres problèmes. Non, on peut s'en sortir. C'est ça le message. C'est vraiment, on peut s'en sortir. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour sortir de cette spirale infernale? En fin de compte, ce que j'ai compris, c'est que quand je touchais le fond du fond du fond, là, j'allais chercher une énergie de vie, une force. Où? Au fond, là. Au fond de mes tripes. Ouais. À 37 ans, mon fils avait 3 mois, ma fille avait 7 ans. J'avais les épaules là, le bassin là, grabataire. Et pendant 2 ans, on ne sait pas quoi faire de moi, on me plâtre, je suis un légume qui souffre. C'est-à-dire que le corps c'est une n'en peut horreur. plus. Le corps n'en peut plus parce que j'ai commencé à en avoir plein le dos. Déjà, j'avais des problèmes à 20 ans et ça crescendo. Ça fait qu'empirer. Mais je me suis dit, mais moi, je vais remarcher. Donc, je me suis battue, effort, un pied par un pas. Ouais. Un pas devant l'autre. Un pas devant l'autre. À chaque fois, ouais, petitement, mais on avance comme ça. Et cette force de caractère, d'où vous vient-elle? Alors, mon éducation, il n'y a pas eu que des négatifs. Il fallait être fort, il fallait être volontaire. Voilà. Et puis, la souffrance, j'étais habituée. Donc, serrer les dents. Hein. On souffre et le masque du sourire. Petite, voilà. À 17 ans, donc à 12 ans, enfin vers 13 ans, j'étais anorexique, 1m68, 37 kilos. Mais à l'époque, on savait pas. Et moi, je cachais, je faisais semblant de manger. Et à force qu'on m'empêche de bouger parce que je vais perdre 1 gramme, j'étais dans un stress pas possible. Je buvais 3 litres d'eau avant la pesée. 3 litres d'eau dans un estomac, quelqu'un de 37 kilos, c'est l'horreur. Donc j'étais détraquée nerveusement et au bout d'un moment, 6 mois plus tard, je suis à plus de 80. Je me reconnais pas, je suis boulimique, enfin. Vous passez d'un extrême à l'autre. Voilà, je suis en dépression qui monte. J'essaye de tenir le coup et à un moment donné, je peux plus, je suis dans des angoisses, enfin, c'est même pas le mot. Plus tard, j'ai compris que ce que je vivais, c'était une mémoire de sacrifice. Transgénérationnel? Ouais, non, d'une vie antérieure. D'une vie antérieure, oui. Où à l'époque, chez les Mayas, quand on avait la chance d'être sacrifié, on vous jetait dans le volcan. Parce que donc j'étais toujours comme ça en équilibre sur le volcan. C'était juste l'horreur. Et je l'ai revécu après j'ai eu une opération en 2019, très lourde opération, 2 opérations du dos. J'ai revécu ça. Et là, aller à l'hôpital, le psy, machin, mais je leur dis, je suis pas en dépression, hein, mais juste le cauchemar. Ce qui est assez incroyable, c'est que vous êtes consciente de tout. Ouais. Vous êtes consciente du mal-être, vous êtes consciente de cette souffrance, évidemment, parce que difficilement passer à côté, et vous êtes consciente qu'il est nécessaire de prendre le dessus, de se relever, de faire preuve de résilience et d'avancer. À 17 ans, j'ai prémédité mon suicide.
Mais bon, ça devait pas être mon heure. Donc, soit je vis, ou soit on arrête tout. Donc, j'ai fait le choix de vivre. Et surtout, il faut que ça ait du sens. Parce que si c'est souffrir gratuitement... C'est pour ça que vous parlez du terreau de notre puissance intérieure. Oui. Cette souffrance, aujourd'hui, avec le recul, elle a du sens. Mais bien sûr. Pour ce que vous êtes devenu. Ben voilà. Mais on peut comprendre qu'effectivement... Alors, ça fait 15 minutes qu'on a démarré l'émission, et évidemment, c'est lourd. Votre histoire est terrible. Mais on a envie de savoir, surtout, comment est-ce que, et où, et avec qui, comment vous allez sortir de cette spirale, comment est-ce que vous allez grandir et devenir aujourd'hui la coach holistique que vous êtes. Donc, à 30 ans, je me suis mariée. Enfin, un homme a priori normal, qui veut des enfants, sauf que lui avait des gros problèmes psychologiques, la drogue, il s'est détruit. Et moi, j'étais la sauveuse. Avec lui, vous allez avoir vos deux enfants, ouais. Un garçon et une fille. Ouais. Et on a traversé, comme tous les couples, des difficultés. Et moi, plus je recevais de coups sur la tête, plus j'étais forte. Et lui, il a sombré. C'est là où on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a fait que vous aviez effectivement cette volonté de vous en sortir face à quelqu'un qui, lui, reçoit les mêmes coups, mais qui plonge. Il y avait autre chose. À chaque fois que je faisais quelque chose, des études, un nouveau métier, je partais toujours d'un niveau inférieur aux autres. Par exemple, en 94, j'ai fait une école de commerce pour adultes en 9 mois. Donc, il fallait Bac+2 pour rentrer. Sauf que moi, je suis Bac-3. Moi, j'ai un projet. Moi, je voulais partir à Beyrouth. J'avais un projet pour participer à la reconstruction au niveau de décoratrice. Donc, c'était obligé. Donc, j'avais une motivation hors norme. J'apprenais plus que les autres, je faisais plus d'efforts que tout le monde, toujours. Donc, tout le temps, toute ma vie, c'était ça. À un moment donné, vers 19 ans, j'ai voulu devenir maître nageur. Ils venaient tous de club. Donc, c'était 3 heures d'entraînement. Ouais, ben moi, c'était 5 heures. Parce que moi, il fallait que je fasse plus. Donc, toute ma vie, c'était ça. Et comme j'étais toujours sûre de moi, j'avais une foi. Donc, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas y arriver. Pour moi, c'est sûr, je vais y arriver. Mais par contre, je bosse. Je n'ai pas le choix. C'est incroyable. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dynamisme-là, cette volonté, cette rage de vivre que vous avez, vous l'inculquez à vos enfants de la même manière? Ah oui. J'ai été une maman quand même, je dirais, main de fer dans gants de velours. Mais quand même. Ouais. Par exemple, moi, je leur disais, mais tu as la chance d'aller à l'école. Moi, je leur disais pas, tu as besoin d'avoir des bonnes notes. Non, ma fille, je l'ai un peu traumatisée parce que une fois, elle m'a dit, à 9 ans, elle était malade. Et alors, je suis malade, je vais être au lit. J'ouvre la fenêtre, je dis, tu vois le clochard là? Bon, ouais, tu peux faire clochard, mais autrement, tu peux aller à l'école, puis réussir ta vie. Ouais, tu fais ce que tu veux. Ouais, j'étais un peu dure des fois. Mais bon, je ne pouvais pas être autrement. Vous parlez effectivement à partir de 2012, entre 2012 et 2018, c'est là où vous allez commencer à chercher à vous former, à avoir des informations sur les neurosciences, sur toute cette approche-là. Déjà, toute ma vie, mon guide, c'est mon intuition. Ça m'a sauvé la vie plein de fois. Un exemple, en 2015, je devais être au cœur des attentats. J'avais une super soirée. Et il y a ma petite voix qui me dit « annule ». Alors j'annule, je dis je suis fatiguée. Mais j'ai quand même envie de sortir. Donc je me fais une soirée beaucoup moins sympa, ailleurs, parce que j'écoute toujours ma petite voix. Parce que tout le monde a de l'intuition, mais les gens écoutent et ça reste dans le mental. Oui, mais enfin non. Non, moi j'entends, je fais. Intuition ou clairaudience? Non, intuition. D'ailleurs, quand j'avais 24 ans, j'ai passé 4 ans avec un homme. On a fait de la télépathie. C'était extraordinaire. Donc, c'est comme l'intuition, c'est comme une télépathie, c'est une info que j'ai. Et j'écoute toujours. Et c'est vraiment mon guide. Et aussi,
J'ai aussi été protégée plusieurs fois dans ma vie, où j'ai des guides. Par exemple, je suis avec ma fille, on s'est relayé sur la route, on est très fatigués, et on dort, toutes les deux, au volant. Enfin, elle conduit, elle dort, et moi, je suis à côté, je dors, sur le périph', 70 km/h. Et j'ai un œil, j'ouvre un œil, et hop, je vois, oh, ah, il y a le mur. Je fais hop, toc, et elle a fait hop, hop. Merci. C'est-à-dire que dans votre malheur et dans votre parcours, vous considérez chanceuse? Oui, ouais. Et puis la chance aussi, il faut la saisir. Parce que je pourrais avoir des intuitions et ne pas les écouter. Voilà. C'est l'intuition qui vous a sauvé de tout? C'est un mélange. Mes guides m'ont sauvé la vie, mon intuition m'a sauvé la vie, mon éducation qui m'a appris à être très, très, très volontaire, très forte, ça m'a aidée. Bon, c'est une recette où on mélange un petit peu tout. Et puis, cette dimension, parce qu'il est, pour le coup, vous parlez de guide, vous parlez d'intuition plus, si je puis dire. On est dans un univers de spiritualité. Complètement. Cette spiritualité-là, elle arrive quand dans votre vie? Dans ma famille, on était médium, déjà. Donc déjà, ma grand-mère que je n'ai pas connue, ma mère a plus que des intuitions, ma fameuse tante, là, était voyante. Donc, ça fait partie de... C'est normal. Donc, je savais ça toute petite déjà. Ouais. Donc, vous avez ces capacités? Ouais. De médiumnité? Non, pas de médiumité, d'intuition, tout simplement. Donc, vous avez eu 1000 vies quand même, hein, Oui. en une, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez eu différents cursus, vous avez travaillé dans différents endroits. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites coach holistique? Alors, pourquoi j'ai choisi coach? Parce que quand on va voir un thérapeute, bien souvent, bonjour monsieur le thérapeute, ça va pas, faites pour moi, soignez-moi. Non, là, moi j'aide la personne, mais je l'aide à aller chercher ses propres ressources. Ce que font beaucoup de thérapeutes aussi. Hein. Oui, mais c'est vraiment aller rechercher le pouvoir qu'on a en soi. Quelles sont vos méthodes pour ça? Donc, je m'adapte à chacun en fonction de ses croyances. Donc, ça peut être se connecter à plus grand que soi, ça peut être aller chercher au travail au niveau de l'énergie si besoin. Et aussi, là, j'utilise mon intuition. Parce que... et puis, ça m'est facile parce que même si la personne ne dit pas ces mots MAUX avec les mots MOTS, je capte. Voilà. Donc, je l'emmène. Et avant la séance, je ne sais pas ce qui va se passer. De personne non plus. Et après, ben voilà, le miracle... la magie opère. La magie opère. Ouais, c'est ça, ouais. Et qui sont les gens qui vous consultent en général? Des hommes, des femmes de, je sais pas, entre 30 et 60, 35 et 60 ans. J'ai pas que des Français, des Québécois, Luxembourg, enfin voilà, puisque je travaille en visio. Et ça peut être des problèmes de couple, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être différents problèmes. Même si, Odile, parce que même si effectivement on entend que votre parcours, on pourrait se dire au travers de votre histoire et votre parcours, vous avez cette légitimité à comprendre ce que les autres peuvent endurer, et quand la souffrance est là, on peut imaginer. En revanche, ça ne fait pas un coach ou un thérapeute que d'avoir vécu des traumas comme ça. C'est pour ça que j'ai fait des écoles. Alors c'est ça qui est intéressant aussi. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation? J'ai fait l'Institut des neurosciences appliquées, voilà, parce que je trouvais que c'est vraiment intéressant de connaître le fonctionnement de notre cerveau. J'ai fait une autre, c'était aussi une école de coaching, j'ai fait une autre école de coaching, j'ai fait une école qui s'appelle la questiologie, c'est l'art du questionnement. Parce que si vous vous posez toujours la même question, vous avez toujours la même réponse. Mais moi, je les amène à une question différente. Ah, on a une réponse différente. Voilà. Donc, c'est un ensemble. Moi, j'ai fait plein de formations. J'ai fait ce qui m'a transformée, c'est une formation sur 3 ans qui était donnée par un médecin. Et tout se passait en état modifié de conscience. Donc, ça veut dire... Et puis...
il y a autre chose. Il y avait du transgénérationnel. Enfin, c'était très complet. Et puis, j'ai aussi récupéré des choses d'anciennes vies. Par exemple, quand j'entends un tambour chamanique, ben, ça y est, je suis en transe, je suis partie dans d'autres vies. C'est voilà. Donc, on a des pouvoirs déjà innés par rapport à nos anciennes vies. Voilà. Et les vies passées, les vies antérieures, je ne sais pas, je l'ai appris dans les bouquins, c'est qu'elles sont venues me bousculer. Et j'ai une mémoire très difficile de juives, de femmes juives dans les camps. Elle m'a quittée au bout de 40 ans. Hein. Parce que vous avez fait ce travail. Ouais. Oui, puis à la fin, c'est sorti comme ça dans ma vie. J'étais avec mes enfants et mon fils partait en Asie. On faisait un petit repas sympa. Et il dit à sa sœur, bah, tiens, moi je voudrais être rasée pour mon voyage. Je partais pas mal de mois. Et ok, elle est là, tchlac. Et là, je vois ses yeux à lui, des grands yeux. Et là, ça y est, je suis repartie. Oh, je suis dans le regard d'une femme. Je suis dans les camps, tchlac. Là, je suis fini les festivités, je suis écroulée par terre. Et ça a été libérateur. Waouh, j'ai lâché cette mémoire, donc même pas besoin d'aller faire d'hypnose. Ouais. Est-ce que votre approche aujourd'hui, c'est une approche uniquement d'écoute? Non. Non, parce qu'un coach, c'est aussi un guide, c'est un mentor, c'est plusieurs choses. Donc, de l'écoute, oui, mais pas que de l'écoute. Ouais. Quels sont les outils autres que vous utilisez alors dans votre panel d'accompagnement? Oh. Oui, il y a la neuroscience, il y a... par exemple, j'ai eu quelqu'un qui était en burn-out. En fin de compte, il fallait aussi que son corps se remette en énergie. Donc moi, j'ai appris beaucoup de choses au niveau naturopathie, même si je suis pas naturopathe, parce qu'il fallait aussi que je me reconstruise. J'ai plein de matériel dans le dos, voilà. Donc ça peut être des conseils à ce niveau-là. Je lui disais de prendre des jus de légumes parce que elle était OK avec ça. Enfin, pour aussi que le corps, une activité physique, enfin de la respiration. J'ai un client qui avait 18 de tension, il est passé à 13 en faisant de la cohérence cardiaque. Enfin, c'est vraiment... Et vous utilisez tous ces panels-là, voilà. enfin tout ce panel d'outils dans votre accompagnement. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des personnes qui aujourd'hui se trouvent dans cette spirale infernale que vous avez connue et qui n'ont pas nécessairement le sursaut nécessaire pour s'en sortir? Sans doute le désir et la volonté, mais le déclic est souvent difficile. D'essayer d'aller déjà voir un thérapeute avec qui le feeling passe, pour tendre une main pour un premier pas. Voilà. Moi, j'ai vu quantité de thérapeutes et en fin de compte, je ne sais pas qui a fait quoi. C'était à chaque fois une petite goutte. Et c'est l'ensemble. Pour moi, c'est un travail d'équipe. Et c'est l'ensemble qui a fait, voilà. Pourtant, vous n'êtes pas thérapeute. Non. Et vous dites que effectivement, ce sont des thérapeutes que vous êtes allés voir et qui ont suscité quelque chose chez vous pour... Oui, parce que mon talent, moi, j'étais commerciale. Donc, et j'aidais beaucoup les gens, au-delà du côté commercial. À la fin, je travaillais dans l'immobilier, les gens avaient un gros stress, le déménagement, 25 ans de prêt sur le dos, tout ça. Donc, je les aidais, je leur donnais des outils. Donc, j'ai eu envie de les aider plus profondément pour leur vie privée. Voilà. Donc, ah oui, j'utilisais mon intuition parce que moi, j'étais courtier en immobilier neuf. Donc, je vendais des appartements dans Paris, toute la banlieue, etc. Donc, les gens venaient en me disant, je veux acheter dans telle ville. On parlait. Et là, tlac. Intuition. Je leur disais, vous connaissez cette ville? Et je me rappelle d'un couple. Ah non, pas du tout. Alors, je dis, bon, ok, on va aller là où vous voulez aller. Et puis après, faites-moi plaisir, on va aller dans l'autre ville. Et ils ont acheté, et j'avais pas l'appartement qu'il fallait dans la ville que je leur suggérais. Ils ont dit, ah là là, mais elle est géniale cette ville pour nous. Donc, mes collègues se préparaient. J'ai un rendez-vous, le client il a tel budget, qu'est-ce que j'ai comme appart puisqu'on travaillait sur plan.
Et moi, hop, je recevais les gens, je sentais, et là, hop, je recevais. Donc, parce que la grande difficulté, et on entend votre raisonnement et ce que vous dites au travers de l'intuition. Ouais. C'est vrai que beaucoup se disent il faut que j'écoute ma petite voix intérieure, il faut que j'écoute mon intuition. Comment faire, d'après vous, la différence entre ce qui est de l'ordre de l'intuition vraie et du mental? Alors, quand c'est de l'intuition, pour moi, je sens quelque chose dans mon corps. Mon corps me parle. Donc là, je sais que c'est pas le mental. Et des fois, mon intuition me dit des choses que mon mental, bah non, il n'est pas d'accord. Enfin, c'est bizarre, ça. Et comment est-ce que vous faites pour... Parce que on imagine très bien, c'est-à-dire que vous ressentez quelque chose. Alors, il y a le côté physique qui prend le dessus, et votre mental, qui est souvent, pour certains, pour beaucoup, plus puissant, plus fort. Ouais. Comment est-ce que vous distinguez bien les choses comme ça, pour ne pas vous laisser submerger par le mental? Les gens, des fois, vous disent « Ah, mais si j'avais su, je le savais. » Ben, il faut accepter que pas de raisonnement. Si on a une info, il faut faire confiance. Et à force de faire confiance et de voir que ça fonctionne, ça devient un automatisme. Voilà. À chaque fois que vous avez une décision à prendre, vous écoutez votre intuition? Ah, mais complètement. Là où j'habite, moi, j'ai pas choisi. Hein. Moi, je voulais aller à gauche, la petite voix a dit « Non, on va à droite. » 2 heures après, « Oui, bon, madame, oui, ben, je vais vous l'acheter là. C'est bien, je vais vous l'acheter. » Moi, j'ai rien choisi et c'était exactement ce que je voulais. Bon, hop, on m'a dit, hop, hop. Elle me dit, peut-être vous voulez visiter avant de repartir. Ah oui. On a le sentiment, parce que vous êtes très souriante tout le temps. Ouais. Ça, c'est aussi une belle spécificité de votre personnalité. Et après ce que vous avez enduré, vous prenez ça comme une revanche? Je prends la vie comme une expérimentation. Voilà. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il y a des expériences douloureuses, mais... Jusqu'à vouloir mettre fin à sa vie, hein. Ouais. Des expériences extrêmement douloureuses, mais ces expériences m'ont fait grandir. Donc, je les accueille. Ouais. Quand j'étais à 37 ans, j'étais grabataire. Donc, j'avais un bébé de 3 mois et lui et moi, on était couchés. On ne sait pas qui gardait qui. Ça a changé la philosophie de ma vie. Donc, j'ai attendu 2 ans avant qu'on trouve une solution pour m'opérer. C'était très long. Réapprendre à marcher, ça a été vraiment très long. Et quand les gens me parlaient de leurs petits problèmes, oh, bah, ma voiture, elle est cassée. Mais enfin, moi, c'est moi qui suis cassée, tu vois. Donc, qu'est-ce qui est grave? Pas grand-chose. Je vous pose la question, qu'est-ce qui est grave? Bah, pas grand-chose. À vrai dire, pour moi, je ressens que j'ai vécu des vies avant. Donc, ça veut dire qu'il y en a d'autres après. Donc, la mort, c'est comme, pour moi, la mort, c'est comme une naissance. Une naissance dans notre culture, waouh, c'est magnifique, mais c'est peut-être aussi un peu traumatisant pour le bébé de sortir. Et pour nous, la mort est dramatique. Moi, j'ai communiqué avec 2 personnes et une tout particulièrement, la personne avec qui je faisais de la télépathie. Donc, ça a été un amour inconditionnel d'âme pendant 34 ans. Donc, je l'ai accompagnée dans la mort. Et je lui parlais et je lui disais tu vas mourir, nanana, et envoie-moi des signes. Ouais. Donc, j'ai reçu des signes. Ouais. Donc, c'était pour un peu valider ce que je sentais. Voilà. Donc, bah, la mort, pour moi, c'est une continuité. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est grave? Bien sûr, je suis humaine. Donc, je suis dévastée si je perds quelqu'un que j'aime. Mais voilà, il est juste dans un état autre, une autre dimension. Est-ce qu'aujourd'hui, celui dont vous parlez est toujours présent?
Oui, alors c'est drôle parce qu'après son décès, je fais tout un travail. Et un jour, on me dit, j'ai une amie qui me dit, va voir une kinésio, donc il faut quand même que j'ai 3 heures de route pour aller. Kinésiologue. Voilà. Et alors, elle me prend la main. Elle me dit, vous n'êtes pas toute seule. Ah ben ouais, moi je lui dis oui, c'est possible, je me doutais. Ah ben on va pas pouvoir faire la kinésiologie. Ah oui, 6 heures de route quoi. Voilà. Donc après j'ai été voir un passeur d'âme parce que c'était bien que pour lui et pour moi qu'il monte et qu'on se sépare. Voilà. Et après ça, vous dites que vous n'avez pas de médiumnité. Ouais. C'est difficile pour vous à admettre ça? Non, oui, alors je ne dis pas le mot médiumité, je dis intuition, mais oui, intuition, médiumité. Ouais. Enfin oui, c'est plus qu'intuition. Oui. Ça, c'est incroyable, le nombre de personnes que l'on reçoit ici, coach, accompagnant de vie, thérapeute, expert, etc. À chaque fois, je les amène sur ce terrain-là parce qu'on sent qu'il y a une sorte de presque une gêne à dire qu'on a cette médiumnité ou qu'on a cette capacité. Alors, on préfère se retrancher et se camoufler derrière l'intuition plus. Ouais. C'est étonnant, ça. Disons que je ne prétends pas être médium parce que si vous venez me voir en me disant « Tiens, dis-moi mon avenir », je ne sais pas. Hein. Voilà. Mais oui, c'est au-delà de l'intuition. Et j'ai une expérience où ça a duré 4 heures, où en fin de compte, c'était comme une évidence. J'avais des infos qui venaient, et j'avais le corps comme ça pendant 4 heures, où là, en fin de compte, mon corps me disait, il validait. Oui, c'est pas le mental, c'est wouhou. Ouais. Et mes enfants, ce sont bien mes enfants. C'est vrai? Ah oui. Ils ont les mêmes ressentis. Oui, complètement. Moi, ma fille, elle est très jeune, elle est partie très loin, enfin, elle fait le tour du monde, tout ça. Donc, elle faisait du stop. Je lui disais juste une chose. Écoute ton intuition. Maintenant, tu peux aller où tu veux. Et une fois, elle a fait du stop à Lyon. Elle était avec la cousine, 1,5 km de voiture. C'est rien. Beaucoup, hein. Et son intuition lui demande pas. Mais la cousine, elle dit, viens, il pleut, viens. Ils ont eu un accident. Et c'était déjà mis en position. Je lui dis, écoute ton intuition. Voilà, et après, fais ce que tu veux. Voilà. C'est la marque de fabrique. La marque de fabrique de la famille Neveu. Voilà. Voilà, exactement. Donc, votre accompagnement aujourd'hui, vous êtes coach holistique et vous dites donc expert dans les passages clés de vie et de transformation. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est les transitions de vie. Mais les transitions de vie, vous pouvez avoir une transition parce que vous êtes en plein changement professionnel, vous êtes en divorce, vous avez un deuil. Il y a des moments où vous avez un cap dans votre vie. Et en fin de compte, vous venez parce que, admettons, par exemple, une femme va venir en disant je suis malheureuse avec mon mari, ça se passe mal, il est un peu violent. Mais en fin de compte, si elle va voir un coach classique en disant je veux juste arriver à me séparer de cet homme. Oh, mais si, en fin de compte, au fond de toi, tu te sens victime, tu trouveras un autre bourreau. Parce que j'ai été la championne du monde de victime. Hein. Et donc, schéma répétitif. Mais bien sûr, donc je me trouvais plein de bourreaux. Hein. Donc, changer à l'intérieur pour que la femme reprenne son plein pouvoir. Et s'il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de bourreaux. Voilà. Parce que c'est pas son mari le problème. C'est ça qui est difficile parce que expliquer à quelqu'un qu'en fin de compte, même les choses dures, quelque part, on les attire. On émane quelque chose et on reçoit. Moi, j'ai émané victime. C'est bizarre, il y a plein de bourreaux. Voilà. Donc, il faut changer la posture. C'est ça, en fin de compte. C'est ça, le switch. Ouais, exactement. Et imaginez 2 boxeurs de même stature, tout pareil. S'il y en a un, il est là, waouh, je suis le champion, je vais gagner. Puis l'autre, ça va être dur. On sait déjà qui va gagner. La posture. Et en fin de compte, c'est pas ce que l'on vit, c'est ce qu'on en fait.
Voilà, c'est ça. Parce que vous pouvez avoir un petit bobo et puis ah là, mon Dieu, j'ai pas de chance. C'est-à-dire sortir de la spirale de la victimisation. Ouais. C'est ça qui est, ça c'est sans doute la chose la plus difficile à faire. Ouais. Parce que quand on est dans cette spirale de souffrance, on se sent victime par définition. Ouais. Et puis moi, le plus difficile, ça a été de sortir de l'emprise. Voilà. Donc avec les hommes, tout ça, Mais parce que vous avez cherché cet amour que vous n'avez jamais eu, pour le coup. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui? En chemin. Mais j'ai toute une vie pour avancer. Donc en chemin. Donc en nette amélioration. Mais bon, c'est pas encore... voilà. En fin de compte, c'est comme des plures d'oignon. Plus on enlève les couches, plus on vit des choses qu'on est capable de vivre. Voilà, en fonction, c'est comme si vous passez le bac, vous avez un examen plus difficile que si vous êtes au CP. Voilà. Donc, on peut vivre des choses encore plus difficiles, mais avec des capacités d'avancer. Et plus j'avance, plus je sais que je ne sais pas. Et ça ne s'arrête pas, mais on a beaucoup plus de capacité de rebondir. Voilà. Mais on vous sent quand même assez apaisé aujourd'hui. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Et puis, j'ai appris à être gentille avec moi. Ah. Bah oui, parce que j'étais mon premier bourreau. Bah oui, je me fouettais. Ah oui, extrêmement dur. Et puis en plus, par exemple, mon dos, quelque part, j'avais envie de dire, mais vous comprenez pas là que ça va pas, mon dos, vous comprenez pas? J'avais envie de dire à mon dos, mais montre-leur là, tu vois, que ça va pas. Donc j'étais pas dans le schéma, faut que je prenne soin de moi et voilà. Non, très dur. À 24 ans, je me souviens, j'arrivais avant les autres, hop, je me baisse pour ramasser un truc, je me relève pas. Mon collègue arrive, je lui dis, appelle les urgences là, une petite piqûre, et je remonte sur les talons. Et le mec, il me dit, le docteur dit, allez vous coucher. Je dis, non, moi je travaille. Je remonte sur les talons. Vous avez un petit côté warrior quand même. Ah ouais. Et je serre les dents et bonjour, ça va bien? Ouais. Ça, c'est quand même, même si effectivement vous n'avez pas eu cet amour parental, ils vous ont quand même légué cette force. Ah oui, mon père quand même, il fallait... et puis, mon côté original, je l'ai eu de mon père parce que ma fille ne fera pas comme les autres. Donc, par exemple, à 15 ans, moi, je ne voulais que étudier. Il vous sort de l'école. Ouais. Alors là, j'en ai pour 35 ans de trauma. Parce que moi, je voulais que aller à l'école. Donc ça a été... Donc, à 15 ans, il faut faire quelque chose. On ne peut pas... Voilà. Donc, une école d'apprentissage. Donc là, je fais la grève de la faim, je bois des cafés, je fume, j'en peux plus. Je suis tellement en dépression, en angoisse, que je sniffe de l'éther pour dormir la nuit. Enfin, cauchemar. Et là, ça va crescendo jusqu'au moment où je prémédite mon suicide. Ouais. Donc ça a été mais ça a été aussi un cadeau. Parce que moi, du tout, je suis étudiante toute ma vie. Voilà. Une envie d'apprendre, puisqu'on m'a interdit. Voilà. Est-ce que vous parliez de votre accompagnement auprès justement des hommes, des femmes, couples, des ados aussi, parce que pour le coup, vous êtes quand même bien placé pour... Oui, mais non, je m'occupe des hommes et des femmes. J'ai fait ce choix. Ouais. Parce que s'il y a des parents qui vous entendent et qui se retrouvent face justement à des situations comme ça... Je n'ai pas eu de clients d'ados qui sont venus me voir. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Mais oui, oui. Pour moi, là où j'étais vigilante, c'est le suicide. Moi, mon fils a capté le côté de son papa, la drogue. Donc, c'est venu toucher des choses très profondes en moi. La drogue, quand même, bien, voilà. Lourd. Il s'en est sorti. Mais moi, j'avais juste peur qu'il se suicide. Voilà.
Donc, pour moi, c'est là où les parents doivent être vigilants. Quelle histoire! Ouais. Vous allez écrire? Je ne sais pas. Je me suis posé la question vraiment en préparant cette émission et je me suis dit, est-ce que le fait comme ça de vous dévoiler, c'est osé? Oui, oui, c'est osé, mais Votre famille connaît toute cette histoire? Qui? Votre famille connaît toute cette histoire? Tout ce mes dont on vient de parler? Mes enfants savent tout. Donc, petit à petit, par exemple, je l'ai su trop tard. Au niveau transgénérationnel, le viol se transmet. Donc, mes enfants, petits, ont été abusés par mon meilleur ami, qui avait 35 ans de plus que moi, qui était le grand-père. On allait chez les grands-parents avec mon mari. Donc, bah oui, ça, il y a encore des séquelles. Mais si je l'avais su plus tôt, j'aurais pu travailler pour ne pas transmettre. Et du coup, vos enfants ont fait ce travail-là aussi? Oui. Oui. Ouais. Et toujours en chemin, hein, parce qu'ils ont 24 et 30. Ils ont des enfants? Non, pas encore. Encore. Non. Vous aimeriez être grand-mère? Oui, mais je ne suis pas pressée. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Absolument. Voilà. Ouais. Bon, j'ai quand même envie de vous demander, parce que quand on voit votre parcours aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureuse? Ah oui. Maintenant, alors j'ai changé de vie à 360 degrés. Donc, je passe une partie. Moi, je suis une ex-parisienne, donc je me suis installée à Cagnes-sur-Mer. La Côte Je suis d'Azur. amoureuse de la mer, et puis j'ai été aussi me refaire une santé, parce que voilà, j'arrivais en piteux état. Et l'hiver, je vais en Amérique du Sud, je change de pays, enfin différents pays d'Amérique du Sud, parce que j'ai besoin d'aller rencontrer des chamans. Parce que là, je vais nourrir des choses profondes. Et là, je mets des intentions. Et là, je fais des rencontres fabuleuses. Il y a 2 ans, donc suite au décès, il fallait que je me reconnecte à l'énergie de vie. Et je pars au Mexique. Mais au Mexique, dans la rue, vous demandez pas, tu connais un chaman? Les gens, ils sont chips, coca, ils sont pas, voilà. Et j'ai rencontré 3 chamans. Et il y en a un, alors je lui dis, on se voit quel jour? Il me dit, bon, bah, on fera la cérémonie le 3 avril. La cérémonie, en fin de compte, on discute, et il y a 2 cérémonies, dont une qui est ta renaissance, enfin, deuxième naissance. C'était le jour de mon anniversaire. Ça s'invente pas, ça. Et j'ai passé 48 heures dans un endroit à me nourrir des énergies de l'endroit. Truc, waouh. Et à part ça, il n'y a pas de médiumnité, ni de... Non, c'est Odile. Bien sûr que non. Parce que je me nourris des énergies. Je sens l'énergie, et donc ça, je me nourris pas que de nourriture terrestre. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, Odile? Oh, ce qui me manque... je n'ai pas de vie de couple. Ça peut être quelque chose de très agréable, mais je ne suis plus en quête. Ça veut dire déjà, je suis tellement bien avec moi, tellement en paix, tellement en harmonie. Et ça c'est déjà extraordinaire. C'est sans doute la base. Ouais. Avant de vouloir envisager une vie de couple. Ouais, bien sûr, parce que les gens, en fin de compte, moi j'ai des clients qui viennent pour « Ah, je voudrais trouver l'âme sœur ». Mais oui, mais déjà, ils se parlent mal. Ils se critiquent, ils se jugent. On commence déjà à être gentil avec toi. Parce qu'ils voudraient que « Oh bah oui, mon chéri, il dit oh, je suis gentille, je suis belle, je suis magnifique, etc. » Et puis moi, je suis moche, je suis ceci, je suis cela. Ben non. Donc, il faut déjà commencer à s'aimer soi. Mais ça, c'est un grand chemin. Un travail, ouais. Ah, ouais. Et un travail d'accompagnement comme celui que vous préconisez. Ouais.
Ouais. Odile Neveu, on va vous mettre autour de la vidéo, évidemment, l'ensemble des liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Odile, coach holistique, et puis avec toute cette thématique des passages clés hein, qui vont permettre cette transformation dont beaucoup ont envie, mais ne savent pas nécessairement comment avancer sur ce chemin. Et tout est lié, parce que la personne qui a un problème au travail, peut-être ça impacte le couple, et ça impacte sa santé, et ça impacte autre chose. Donc, en fin de compte, on ne travaille jamais sur une thématique. C'est un ensemble, c'est comme une toile d'araignée. Et moi j'ai un cerveau qui fonctionne en arborescence. Donc, je vois l'ensemble. Donc, je ne sais pas travailler juste sur une thématique. Voilà. Et donc, c'est ça la transformation. C'est la transformation de l'être totalement. Et vous vous êtes transformé. Ah oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Hein. Ouais. Merci de votre confiance d'abord. Merci d'avoir accepté de vous confier tel que vous l'avez fait là. Parce que je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile de parler de soi. On en a parlé un peu hors antenne, hein, au démarrage. Quand j'ai rempli la fiche de production, ce qui a été intéressant, c'est que vraiment j'ai dû aller faire une introspection. Déjà, le travail commence là. Hein. Ah oui, et déjà ça, c'est un cadeau. Parce que moi, j'étais cataloguée que oui, bah toi, t'es résiliente. Ouais. Ah bah oui, je suis résiliente. Bah ouais, mais je me suis dit, pourquoi je suis résiliente? Je suis pas née résiliente. Et en fin de compte, en touchant le fond du fond du fond, quand j'étais dans une chaise roulante et je sais pas si je vais remarcher, que j'ai un bébé, on fait quoi? Mais là, je trouvais une force et une détermination et une persévérance et je vais y arriver et je vais marcher et je vais avoir une vie normale. Et maintenant, je pars en sac à dos et je vais dormir dans des endroits improbables. Fou, bon, je ne le dis pas à mon chirurgien. C'est ce que j'allais dire, j'allais vous poser la question en vous disant, est-ce que maintenant vous allez voir votre médecin en disant, dis non, je pars faire un trek au fin fond de l'Amérique du Sud. Il y a 2 ans, mon chirurgien, je vais le voir, je pose le sac à main par terre, il me dit, ah non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon pour votre dos. Donc je lui dis pas que je pars en sac à dos. C'est fou. Bah maintenant, il va le savoir. Hein. Ah, s'il regarde l'émission, il va le savoir. J'assume. Merci beaucoup, Odile. Merci, Marc. Merci infiniment. Merci pour votre sincérité. Merci pour votre authenticité. Merci également pour les messages que vous nous avez délivrés aujourd'hui. Vous savez, à 18 ans, je sortais de mon suicide et j'ai un ami qui m'a dit, il avait mon âge, mais il était quand même très, très sage, très mûr. Il m'a dit, dans tout négatif, il y a du positif. Oh, ça a été tel un mantra qui m'a suivi toute ma vie. Donc, quand j'étais vraiment dans le négatif, dans la merde, je me disais, mais il est où cherchons, je vais trouver. Il y a du positif quelque part. Ouais. Vous voyez où ça vous mène? Oui. À raconter comme ça publiquement votre histoire. Ouais. Et peut-être que vous allez, là aussi, comme vous le disiez, aider des gens qui en ont besoin et qui n'ont pas cette volonté, cette force. Enfin, qui ont la volonté, mais pas nécessairement la force. Beaucoup de thérapeutes sont empathiques. Et j'ai une image, un phare, il est là pour aider les bateaux. Guider. Voilà. Mais le phare, lui, il est juste phare, ancré, et il projette sa lumière. Le phare, il n'est pas en train de tenir le bateau. Tiens, attends, je t'aide, je t'envoie ta lumière. Non, non. Donc moi, je suis suffisamment forte et ancrée pour que la personne, elle puisse s'écrouler à côté de moi. Moi, je peux lui donner la main, mais je peux la soutenir. Je tiens pas la barre du bateau. Voilà. Voilà. Et je ne vais pas m'écrouler avec elle. Donc, ce côté force, c'est aidant. Voilà. C'est vraiment aidant. C'est aidant pour la personne. Voilà. Et je peux l'aider à aller chercher au fond d'elle ses ressources qu'elle ne connaît pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a tous des ressources, mais c'est comme par exemple, ce qui m'a frappée, c'est que les gens, quand je leur parle de valeurs, c'est quoi tes valeurs? Ben oui, mais les valeurs, c'est comme ta colonne vertébrale. Tu fais ta vie, tu te bats pour tes valeurs. Donc, si tu ne connais pas tes valeurs, c'est dommage.
C'est ça. Donc, c'est apprendre à mieux se connaître aussi. Voilà. Et être authentique. Moi, j'étais pas authentique. Donc, ici, je suis authentique. Oser être authentique. Et je ne plais pas à tout le monde. Et c'est OK. Voilà. Voilà. Odile Neveu, merci Odile. Merci Marc. Merci, prenez soin de vous. Merci. Et de vos proches et de tous ceux qui vont vous solliciter pour être accompagnés. Je sais que vous allez commenter, que cette émission ne vous laissera pas insensible. Et dites-nous dans les commentaires bienveillants, comme toujours, ce que vous pensez de nos productions et de celle-ci en particulier. Et on vous met les liens pour entrer en contact avec Odile Neveu et son coaching holistique. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.